représente une différence de salaire alors qu'on ne tient compte ni du métier, ni du temps de travail, ni du diplôme, ni de l'expérience. Les données qui sont prises en compte pour le calcul des écarts de salaire femmes-hommes sont biaisées. C'est aussi ça le souci avec l'égalitarisme aujourd'hui, il va jusqu'à nier les différences biologiques entre la femme et l'homme. Dans les médias, on entend souvent parler d'un truc, l'écart salarial. C'est l'écart de salaire entre les hommes et les femmes dans la société. Quand on veut se renseigner un peu sur ce sujet et qu'on tape écart salarial sur YouTube, eh ben on tombe sur des résultats vraiment... Des résultats, bon, avec des opinions tranchées. Raptor dissident, le mensonge des inégalités salariales hommes-femmes. VA+, la légende des inégalités salariales. Complot complotiste, l'écart salarial est un complot judéo-maçonnique. Quoi? Bon, ok, le dernier je l'ai inventé. Est-ce qu'en fait les féministes nous mentent? Est-ce que l'écart salarial en fait ce serait qu'un mythe? Non. Bon, en gros, la thèse de toutes ces vidéos qui soi-disant débunk le mythe de l'inégalité salariale, c'est la même. Oui, il y a un écart de 20 à 30% entre le salaire moyen des hommes et le salaire moyen des femmes, ça c'est vrai, mais en fait ça compte pas parce que les métiers et les réalités sont différents. En effet, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Or, les hommes et les femmes qui sont de sexes différents ont également un rapport différent au marché du travail. Alors d'abord, oui, spoiler, c'est vrai, les femmes ne sont pas dans la même situation que les hommes. Par exemple, en Belgique en 2021, seulement 58% des femmes travaillent à temps plein contre quasi 90% des hommes. Et en plus de ça, les femmes ont des postes moins bien payés dans des secteurs moins bien rémunérés. En Belgique, 85% des infirmiers sont des infirmières. Il y a aussi plus de femmes dans les secteurs sociaux, dans l'enseignement, etc. Pas forcément des endroits qui payent très bien. Sauf que ça, c'est un peu le point. Évidemment, si on prend un homme et une femme dans la même entreprise, qu'on leur donne le même poste, ils vont avoir plus ou moins le même salaire, ou à 2 ou 3% près. Sauf que ça, c'est un cas théorique, c'est pas ça la réalité. Stéphane Junio, statisticien, j'adore les statisticiens, il explique ça très bien dans un fact-checking en réponse à la vidéo de Raptor Dissident. En évitant de poser la question du temps partiel, l'auteur de la vidéo évite de poser la vraie question. Il évite même de poser la bonne question. Retrouvez-moi tous les soirs au cabaret. Bref, on évite de poser la vraie question, le fait que les femmes occupent des temps partiels moins bien payés que les hommes, c'est ça le problème, c'est pas la réponse. Le truc c'est que si on suit le raisonnement de ces vidéos, ce serait juste un choix personnel que font les femmes. C'est vrai que beaucoup plus de femmes se mettent à temps partiel pour s'occuper des enfants, c'est aussi un choix personnel. L'écart salarial réel n'est que de 6,6 centimes lorsque vous tenez compte des différents choix que font les hommes et les femmes, et le mot important ici est le mot choix. C'est un outil surprise qui nous servira plus tard. Si elles veulent un bon salaire, c'est juste un choix à faire et elles ne le font pas. Elles prennent des temps partiels et des métiers moins bien payés. Dommage. Toutes les femmes en moyenne font de mauvais choix. C'est beaucoup, hein. Ce serait même biologique, elles sont faites pour ça. Les différences de choix s'expliquent naturellement par les différences biologiques entre les hommes et les femmes, qui induisent naturellement des différences de comportement, des différences de goût, de centre d'intérêt et donc forcément de choix. Bon, déjà ça c'est un mythe. C'est pas que pendant le paléolithique, les femmes adoraient faire la cuisine pendant que les mecs s'occupaient de la bagnole. Y a rien de naturel là-dedans. Ou alors on vit dans un monde où rock et gravillon c'est la norme préhistorique, mais je crois que l'état actuel des sciences, ça tend pas vers cette conclusion en fait. Bah oui, tous ces trucs de choix personnels, de choix biologiques, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous les loulous, hein. On vit dans une société. Parce qu'on peut juste s'arrêter et dire que les secteurs qui rémunèrent le moins bien, ce sont ceux occupés par des femmes, mais pourquoi? Parce que c'est des jobs moins utiles? Conseil et psychologie, 74% de femmes. 5 travailleurs sociaux, 88% de femmes. Non, pas de bol, c'est pas vrai. Personne peut venir me dire qu'une infirmière ou une institutrice ça sert à rien. Ce sont des secteurs mal payés parce que justement ce sont souvent des secteurs avec une majorité de femmes et qu'historiquement le salaire des femmes servait de salaire d'appoint à celui des hommes dans le foyer et que donc les patrons se permettaient de moins bien les payer. Et ça malheureusement c'est encore resté dans ces secteurs souvent. Parfois c'est aussi des secteurs où c'est plus difficile de faire entendre sa voix, notamment avec le secteur hospitalier qui peut jamais se mettre en grève et tout bloquer. Bah oui, sinon les gens meurent en fait. Ce qui est pas le cas avec une usine de voitures par exemple, où là les ouvriers peuvent décider d'arrêter complètement la production et grosso modo ça fait surtout le chier le patron. Or souvent les augmentations de salaire, historiquement il n'y a pas photo, elles sont venues d'un rapport de force dans les entreprises. Bon, c'est une dynamique vraiment compliquée, mais en plus d'être des secteurs historiquement moins bien rémunérés, la société pousse encore et encore les femmes vers ces secteurs. Juste par l'éducation par exemple, suffit de voir dans le langage courant, on dit une infirmière, une puéricultrice, une femme de ménage, rarement l'inverse. Ce qui veut pas dire que c'est impossible, il y a plein de moments dans l'histoire où les femmes se sont levées, se sont battues et ont montré aux patrons et au monde que leur travail était utile et qu'elles méritaient mieux. Il suffit de regarder l'exemple des femmes machines à Herstal. Et puis pour cette histoire de temps partiel, dire qu'il faut juste en discuter dans son couple... Si t'as envie que les tâches ménagères soient mieux réparties au sein du foyer,
Parle-en dans ton couple. C'est un peu gros quand même. Dans la pratique, ça ne marche pas. Imaginez, dans un couple hétéro, dans la grande majorité des cas, bon, la femme gagne moins que l'homme. En plus, les salaires sont bloqués, donc déjà, c'est un peu chiant. Et là, il y a un enfant qui arrive. Tu peux avoir le couple le plus progressiste du monde. Il va se passer quoi quand l'un des deux va devoir prendre un temps partiel pour s'occuper de l'enfant? La logique même, c'est que celui ou celle, justement, qui a le salaire le moins élevé, qui va faire moins d'heures. Et donc à la fin, même si le couple veut pas forcément rejouer les clichés sexistes, c'est quand même la meuf qui va souvent s'occuper de l'enfant. C'est un peu le débat qui a eu lieu au Parlement flamand et qui a fait scandale dans toute la Flandre. Quand la députée PTB, Lise Van de Kasteel, dénonçait que le manque de place en crèche, ça impactait plus les femmes, la présidente NVA du Parlement lui a juste répondu que le papa pouvait s'en occuper. Collega Van de Kasteel, ik weet niet of dat u beseft dat er meestal 2 ouders zijn en ook zoiets als een vader bestaat. Voilà. Le problème de fond, c'est le même qu'avec les discours écologistes qui pointent juste le consommateur du doigt sans réfléchir au cadre global et à la production. On arrive au bout de la chaîne et on culpabilise à fond les individus. Bah ici c'est pareil, les femmes veulent un meilleur salaire, pas qu'elles fassent de meilleurs choix, qu'elles en discutent avec leur mari. C'est leur faute alors. Et c'est hyper simpliste comme logique. Mais ça marche pour culpabiliser les gens à fond. Parce que si on veut vraiment remédier au problème de l'inégalité salariale, c'est pas en bout de chaîne que ça se passe, mais au niveau global, avec des solutions collectives et systémiques. J'ai déjà dit ça, je crois. En fait, la crise actuelle, elle nous apprend beaucoup de choses sur le système dans lequel on vit. On a vraiment envie de le changer de fond en comble, ce système. On a besoin d'investissements publics massifs. Mais est-ce que c'est pas d'abord une question collective, et donc politique en fait? Une solution, c'est de mettre en place des vrais services publics pour libérer les femmes de certaines tâches domestiques. Par exemple, avec des crèches publiques. Comme ça réduit déjà vachement la pression sur un des deux conjoints qui doit moins travailler. Avec des crèches de qualité et accessibles, pas comme maintenant donc, le fait d'avoir un ou des enfants peut arrêter de signifier fin de la vie active pour plein de femmes. Mais tu veux empêcher les femmes d'être mères, Octave, c'est ça? Tu veux empêcher les gens de vivre la vie avec un grand V? Bah non, pas du tout. Mais je veux juste que les gens puissent faire des choix. Comme l'explique très bien la féministe indienne Titi Bhattacharya, la socialisation du travail domestique, ça signifie pas qu'il n'y a plus de choix individuel, mais ce choix prend pour la première fois son sens véritable. Si des hommes et des femmes veulent s'occuper plus de leur famille, pas de souci, mais aujourd'hui c'est pas tellement une question de choix. Et le mot important ici est le mot choix. Et par ailleurs, si on veut vraiment donner plus de temps pour s'occuper de la famille, eh ben on peut par exemple, je sais pas moi, réduire collectivement le temps de travail. Comme ils ont essayé au Royaume-Uni en lançant la semaine de 4 jours, avec des bons résultats. Et puis si on veut être conséquent, il faut aussi augmenter les salaires dans tous ces secteurs. Le travail de ces femmes, il est utile, il faut le rémunérer comme tel. Et quand on prend des mesures comme ça marche. La chercheuse américaine Kristen Gotzi, elle a par exemple passé beaucoup de temps à étudier ce qui était mis en place dans certains pays socialistes du XXe siècle, et elle a vu que malgré des problèmes, ils avaient quand même réussi à trouver toute une série de solutions pour décharger les femmes en partie du travail domestique. In Eastern Germany, women were given jobs, and women were educated, and women were mobilized into the labor force. Rather than keeping this labor in the home, was to socialize it. To make more public cafeterias. In Poland, they had milk bars, like little neighborhood restaurants where you could get very cheap Polish food, which helped women immensely. Par exemple, en Allemagne de l'Est, la contraception et les crèches étaient gratuites. L'avortement était légal et gratuit 20 ans avant la Belgique. Et les femmes étaient encouragées à poursuivre des études et à occuper des postes plus élevés, avec des vrais résultats. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait pas alors? Si on prend de l'argent pour l'investir dans les services publics pour assurer une réelle égalité femmes-hommes, il va bien falloir le prendre quelque part. Et a priori, c'est dans la poche des grandes multinationales et des grandes fortunes. Parce que c'est aussi eux qui aujourd'hui profitent du travail gratuit des femmes. Ça les arrange bien, eux. Que toute une partie du travail utile à la société il soit fait gratuitement. Qu'il faille pas rémunérer ces femmes pour tout le service qu'elles rendent. Alors que sans elles, la société tournerait pas non plus. Si on veut pouvoir arracher des victoires réelles pour détruire l'écart salarial, qui existe, il va falloir se battre et aller chercher l'argent là où il est pour l'investir là où il faut. Déjà au 19e siècle, Engels, l'ami et le principal collaborateur de Marx, il disait « L'émancipation de la femme, c'était possible que si elle participait pleinement à la production, et donc en étant payée comme telle, et que la tâche domestique devienne de plus en plus un service public. » Et ouais, 150 ans plus tard, on n'y est toujours pas. À un moment, c'est pas un hasard s'il y a 40 vidéos qui essaient de remettre en permanence en question les chiffres et les réalités derrière les inégalités hommes-femmes. La majorité de ces chaînes, ce sont des médias d'extrême droite comme Valeurs Actuelles, ou des comptes qui, sous couvert d'apolitisme, défendent une vision réactionnaire de la femme, qui reste à la cuisine, qui aime naturellement plus s'occuper des enfants que les hommes, qui fait les tâches ménagères parce que c'est dans ses gènes. Des clichés qui ont la peau dure, mais que le mouvement féministe a réussi à balayer une première fois, en montrant la réalité des inégalités salariales, en montrant que ça n'avait rien de naturel, et que c'est juste une injustice. D'où l'importance de continuer de mettre ça en avant, et donc de liker et de partager cette vidéo si vous en avez envie. Et la prochaine fois que quelqu'un vous dira qu'il a vu la vidéo de Rapport Dissident sur les inégalités salariales et que c'est devenu un expert, eh ben vous saurez quoi lui répondre. Ciao.